Bon mercredi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie dont voici le sommaire. Accélération du processus d'amélioration du climat des affaires en Afrique de l'Ouest, une initiative régionale a été adoptée entre les États membres. La RDC opte pour un nouveau programme d'aide avec le Fonds monétaire international. Il pourrait être conclu au cours des prochains mois. La dette extérieure des pays à revenus faibles et intermédiaires a bondi de 5,3% en 2018 selon la Banque mondiale. Je le disais à l'instant, les pays de l'espace UEMOA veulent accélérer le processus d'amélioration du climat des affaires en Afrique de l'Ouest. Dans cette optique, les ministres de l'UEMOA ont adopté une initiative régionale d'amélioration du climat des affaires qui vise, entre autres, à promouvoir l'entrepreneuriat, accroître la compétitivité des entreprises, stimuler les investissements privés dans l'espace UEMOA. Il faut noter que ces dernières années, plusieurs pays de l'UEMOA ont enregistré de fortes progressions dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Togo. Le Togo qui justement figure dans la shortlist des 20 meilleurs réformateurs mondiaux de l'année, aux côtés de 4 autres pays africains, à savoir le Nigeria, le Kenya, Djibouti et le Zimbabwe. Direction maintenant la RDC qui va négocier un nouveau programme d'aide avec le Fonds monétaire international. Selon les autorités du pays, un nouvel accord pourrait être conclu entre les deux parties au cours des prochains mois. Un nouveau programme d'aide pourrait être conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Attendu dans les prochains mois, ce programme sera examiné par le FMI dans un délai de 6 mois. Aucun détail n'a filtré pour le moment, ni sur le montant, ni sur la durée du dit programme. Son annonce intervient alors que le premier budget du gouvernement congolais, sous l'ère de Félix Tshisekedi, tarde encore à être transmis à l'Assemblée nationale. Ceci dans un contexte où l'annonce d'un budget à 7 milliards de dollars il y a quelques jours avait fait l'objet de vives critiques, le montant étant jugé trop faible par la société civile pour permettre le changement promis par le nouvel homme fort de Kinshasa lors de sa campagne. Aussi, le retard dans la présentation du projet de budget sera notamment dû, selon certaines indiscrétions, à une volonté de le revoir à la hausse. À noter que le dernier programme d'aide du FMI en faveur de la RDC remonte à 2012. Conclu en 2009 pour un montant de 560 millions de dollars, celui-ci avait été suspendu en raison d'un contrat minier jugé opaque, conclu entre le gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila et une compagnie américaine domiciliée dans un paradis fiscal. En Tunisie, les exportations de dattes ont généré 871,3 millions de dinars, soit 305 millions de dollars durant la campagne 2018-2019 qui vient de s'achever, ce qui marque une hausse de 13% par rapport à la campagne précédente. Selon les autorités du pays, les expéditions en volume ont atteint plus de 120 000 tonnes, dont 9 200 tonnes de dattes biologiques sur une production totale de 288 000 tonnes. Le Maroc reste la destination phare pour le secteur avec un volume de 33 000 tonnes importées, soit plus du quart du stock écoulé. Les autres marchés absorbant le fruit tunisien sont notamment l'Espagne, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Canada, la France, l'Italie, Singapour, parmi un total de 113 destinations. Et puis la dette extérieure des pays à revenus faibles et intermédiaires a bondi de 5,3% en 2018. C'est ce qui ressort des statistiques du groupe de la Banque mondiale. À en croire cette institution de Bretton Woods, eh bien, cette dette est ressortie à 7 800 milliards de dollars.
Parallèlement, les flux nets d'endettement provenant de créanciers étrangers ont fléchi de 28% l'an dernier. Le groupe de la Banque mondiale sonne l'alerte à la faveur de son édition 2020 des statistiques sur la dette internationale. En 2018, la dette extérieure des pays à revenus faibles et intermédiaires a bondi de 5,3%, ressortant à 7 800 milliards de dollars, tandis que les flux nets d'endettement provenant de créanciers étrangers ont fléchi de 28% à 529 milliards de dollars. Si en moyenne, le fardeau de la dette extérieure des pays à revenus faibles et intermédiaires est resté modéré, la situation se dégrade dans plusieurs pays depuis 2009. En effet, la part des pays à revenus faibles et intermédiaires affichant un ratio dette-revenu national brut intérieur à 30% a reculé de 42% en 2009 à 25% actuellement. Quant au nombre de pays ayant un ratio dette-exportation élevé, il a augmenté. Selon les experts de la Banque mondiale, beaucoup de pays en développement ont besoin de plus d'investissements pour pouvoir atteindre leurs objectifs et croître plus vite. Pour ces experts, la transparence de la dette doit s'appliquer à toutes les formes des engagements publics, y compris aux dettes cachées ou implicites. Il s'agirait d'une condition indispensable pour attirer plus d'investissements et assurer une allocation efficace des capitaux. Dernière destination aujourd'hui, le Sénégal, pour nous intéresser à la sous-filière arachide. Et c'est avec Casimir Pédior qu'on retrouve juste après une petite pause. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors comment s'est déroulée la saison agricole 2018-2019 au Sénégal, notamment en ce qui concerne la sous-filière arachide? Merci Inès, il faut dire que la campagne s'est bien déroulée. Enfin, selon les autorités du pays, selon les autorités en charge, donc la question de l'agriculture, la campagne 2018-2019 s'est bien terminée, notamment au niveau donc de la campagne de commercialisation précédée donc de la campagne de production au niveau donc des champs. Aujourd'hui, on peut donc, le Sénégal peut se réjouir donc d'avoir réussi cette campagne-là, même si quelques couacs ont jalonné l'évolution normale donc des choses, notamment au niveau de la production, mais surtout au niveau de la commercialisation, où on note quelques pagailles au niveau donc des producteurs, mais aussi quelques donc lenteurs au niveau donc des industriels qui donc ont préféré certaines graines aux dépens donc d'autres, ce qui n'a donc pas favorisé la bonne commercialisation. Au demeurant, il faut dire que le Sénégal se porte à merveille avec cette spéculation-là. Le Sénégal tire bon profit donc de cette campagne-là. Lancée donc le 3 décembre 2018, la campagne est presque achevée avec un prix plancher de 210 francs CFA le kilogramme donc de ce céréal-là. Et aujourd'hui, les Sénégalais se tâtent donc d'avoir réussi cette campagne, même si beaucoup de choses restent encore à pas faire. Alors, l'arachide est considéré comme un produit à grande valeur ajoutée au Sénégal. Pourquoi justement ? Pourquoi justement donc cette spéculation-là? Parce que le Sénégal produit suffisamment, le Sénégal produit beaucoup donc de cette spéculation-là. Il y a des zones même qui ont été dédiées donc à cette spéculation. Et au-delà de ça, le Sénégal a pris l'option donc de transformer structurellement cette spéculation-là, de lui donner donc de la plus-value en industrialisant donc cette spéculation. Et aujourd'hui, on peut compter au nombre donc des partenaires industriels donc du Sénégal. On peut compter des voisins comme la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a investi dans les industries de transformation donc de l'arachide en huile végétale ou en dérivé ou en consommation directe donc au niveau de la population. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de réussir également le pari de la commercialisation, de l'exportation, j'allais dire, de cette spéculation à travers l'Afrique, notamment avec des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, mais aussi comme la Guinée, pourquoi pas la Gambie, son voisin direct, et certainement d'ici à là, des pays comme le Ghana, comme le Togo et pourquoi pas le Bénin pourront donc jouir des fruits donc de cette spéculation-là. Au-delà de ça, il faut dire que le Sénégal aujourd'hui a pour partenaire direct la Chine qui vient donc
acheter également donc cette matière première pour aller transformer. Donc beaucoup de devises. Quand on prend l'exemple de la période allant du 3 décembre au 31 décembre par exemple, le Sénégal a pu engranger environ 1,427 milliards de francs CFA avec une production, avec une récolte autour donc de 5895 tonnes, ce qui prouve véritablement que le Sénégal a pris l'option non seulement de développer son économie avec les produits du sous-sol, mais aussi de baser son économie sur les produits de l'agriculture. Et ceci, c'est à l'actif du gouvernement qui mise beaucoup dans l'investissement, qui mise beaucoup dans donc, le choix des semences véritablement et aussi des politiques culturelles. Kazmi Bidjor, à vous entendre, on pourrait dire que tout est rose et pourtant les producteurs dénoncent des dysfonctionnements dans le secteur. C'est vrai, Inès, tout semble être rose au niveau donc de cette spéculation. Oui, c'est vrai, tout semble être rose, mais les producteurs ont donc dénoté quelques couacs, notamment liés à l'inorganisation au niveau de l'État central, à la maîtrise donc du prix plancher que je l'ai annoncé tout à l'heure, 210 francs CFA, qui n'a pas été respecté dans certaines régions. Par exemple, au niveau de la région donc de Kaolack, les producteurs donc n'ont pas respecté ce prix et le kilogramme a flambé au niveau de cette région. On note aussi au niveau donc des zones rurales que certains producteurs préfèrent donc aller brader donc leur production au niveau de la Gambie, par exemple, parce qu'ils sont pressés, ils sont donc dans l'attente des fruits issus donc de leur production et donc préfèrent aller brader cela. Et ceci a créé donc des problèmes au niveau de la statistique, mais aussi au niveau de la rentabilité. Tout ceci, c'est l'État central donc qui n'arrive toujours pas à contrôler le flux au niveau donc des frontières. Et ceci permet donc la perméabilité. Enfin, ceci laisse lieu à la perméabilité donc au niveau des frontières. Au-delà de ça, il y a aussi quelques industriels, quelques huileries donc qui n'arrivent véritablement pas à donner donc le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, en ce qui concerne donc le paiement, l'achat et le paiement donc du céréal, ça pose un véritable problème. On note la lenteur au niveau donc de ces usines-là. Ça ne favorise pas forcément la bonne campagne commerciale au niveau du pays. Et je crois que d'ici à là, le gouvernement pourra donc mettre sur pied une stratégie pouvant permettre à ces différents sous-secteurs, à ces différents maillons de la production de mieux concentrer leurs énergies sur l'objectif final du pays. Alors finalement, comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette filière au Sénégal ? La filière se portera davantage mieux parce que la demande augmente chaque année. Pour le compte de l'année 2019-2020, par exemple, le Sénégal va connaître un taux de croissance de 15% en ce qui concerne donc la demande. Donc je crois que cette spéculation a de beaux jours devant elle. Et au-delà de ça, c'est également la sous-région qui commence par aller à l'école, je l'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire qui s'intéresse désormais à l'industrialisation donc de cette spéculation. Et je suis sûr que d'autres pays donc, vont emboîter le pas à la Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, des pays partenaires comme la Chine investissent davantage donc, dans les politiques culturelles, dans le choix donc, des semences. Je crois que tout ceci combiné pourra donc permettre au Sénégal de mieux se porter. En tout cas, c'est une expérience que le Sénégal pourra donc vendre au niveau de l'UEMOA. Pourquoi pas des pays comme le Bénin pourront donc aller à l'école du Sénégal pour véritablement développer aussi cette filière chez eux. Merci beaucoup, Kazmi Bidjor. Merci, à vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus et retrouvez toute l'équipe vendredi à la même heure.